Chaos debout, histoire de survivants. Épisode 5, Lilo. Quand j'ai eu 60 ans, j'ai dit que je voulais faire des choses que j'avais jamais fait avant. Et donc, j'avais jamais campé et j'avais jamais fumé d'herbe. Donc, j'ai dit, je veux faire ça. Et mes neveux, qui étaient plus jeunes, ont fait le tour de leurs copains en disant, ma tante, elle veut fumer un joint, mais elle n'a jamais fumé, donc trouve-moi de l'herbe correcte. Et on est parti camper dans le Mercantour. Et donc cette année, j'ai eu 70 ans et ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit je veux faire un baptême de plongée parce que je sais pas nager. Oui, il y a tout qui m'intéresse. Je suis curieuse de toutes les expériences, de tout quoi. En fait, j'aime la vie, moi. C'est ça mon leitmotiv. Oui, je crois. Je crois que je suis combative depuis toujours. Quand je me suis séparée du papa de ma fille, j'avais 25 ans, 26 ans. Ma fille, un jour, elle prendrait son envol, mais moi, ma vie, je pouvais pas la passer à être malheureuse. Donc, je pense que j'ai toujours été assez déterminée. Je venais de Lyon, où j'étais assistante de direction. J'avais un super job, je gagnais bien ma vie. Alors, mon compagnon a été muté à Marseille pour prendre ce poste de directeur commercial d'une grande entreprise de confiserie, qui était une promotion intéressante et importante. Donc, je l'ai suivi. Et j'ai cherché du travail sur Marseille, je n'en trouvais pas. Donc, on m'a proposé de prendre un poste de commercial de base. Sauf que j'étais la seule femme au milieu de plein de mecs. De 50 mecs, je crois que j'étais la seule femme. Et j'avais de bons résultats. Mais ça les énervait, les mecs. Par moments, il y en avait certains qui étaient vraiment pas chouettes, quoi. Ça me posait pas trop de problèmes, hein. J'ai bien assumé le fait d'avoir de bons résultats au milieu de mecs qui étaient peut-être moins bons que moi ou qui étaient moins bosseurs. J'ai dû me bagarrer, et après, j'étais la première femme directeur régional dans cette société. Ma région allait de Menton à Toulouse. Donc, je partais régulièrement en milieu de semaine. J'avais de bonnes relations avec mes clients. D'avoir des réussites commerciales, ça m'amusait bien. D'avoir des échanges un peu tendus, un peu comme ça. Et j'étais plutôt bien reçue partout, donc c'était facile et j'adorais ça. J'étais quelqu'un de très spontané et notamment quand je partais en voyage, on a pas mal voyagé avec nos groupes de copains. Et la première chose, dès qu'on arrivait quelque part, que ce soit à Sydney, en Polynésie ou n'importe où, c'est que je posais mon sac et que j'allais explorer la ville. Oui, c'est ça. J'étais toujours en mouvement. J'avais une vie très active. Et j'adorais ça. Mon mari a eu un cancer du poumon quand il avait fait 47 ou 48 ans et il était suivi par un oncologue de renom à Paris. C'est lui qui a dit un jour à mon mari, dites à votre femme de faire des mammographies. Mais à l'époque, j'avais 46 ans, 45 ans. Je me suis dit, il me complaire, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis il a insisté tellement que j'ai fait une première mammographie et il s'est révélé que j'avais un cancer in situ au sein droit. Il n'était pas métastasé. Quand j'ai entendu le mot cancer, j'étais pas très choquée parce que on était là-dedans déjà avec mon mari et on s'était
habitué à prononcer le mot à haute voix, à dire qu'on c'était fuck le cancer, globalement c'était ça, et qu'on n'allait pas se laisser emmerder par une pathologie quelle qu'elle soit. Et donc j'ai été opérée 2 fois consécutivement, rapidement. J'ai été opérée, je crois, le jeudi, le lundi, j'étais à nouveau au boulot. Au bout de 6 ou 7 ans, j'ai eu une récidive au même endroit. Donc réopération, bien plus facile cette fois-ci puisque les techniques avaient évolué. Et pareil, 2 jours après tu sors de clinique et après j'étais au boulot. Moi j'appelle ça des mini-cancers, hein. Et ça fait rire mon oncologue à Aix d'ailleurs. Bien évidemment, comme tout le monde, quand tu prends un nouveau traitement, tu regardes sur Google ce que ça fait. Et j'avais vu qu'il y avait plein d'effets secondaires et donc forcément j'ai pris du poids, forcément j'ai eu des douleurs dans les articulations, mais tu peux pas te focaliser là-dessus parce que sinon tu vis plus quoi, tu t'en fous, tu passes outre. Madame, monsieur, nous vous informons que ce vol est non fumeur. Les démonstrations de sécurité vont vous être présentées. Veuillez retirer vos écouteurs et nous accorder votre attention. Ladies and gentlemen, we inform you that this is a non-smoking flight. Please remove your headphones and pay attention to the safety procedures. Les issues de secours signalées. En 2017, j'ai un de mes petits-fils qui me dit: «Tu as une espèce de petit bouton là sur le genou, tu devrais le faire enlever». Et donc je vais chez une dermatologue qui me l'enlève. J'avais aucun effet, je ressentais rien en fait. Et 8 jours après, j'ai une boule qui apparaît à cet endroit-là. Je vais voir ma généraliste qui me donne l'adresse d'une chirurgienne pour enlever ce truc. C'est une chirurgienne dermato. Elle commence par essayer de me ponctionner cette boule, ce qui est près du genou. Bien évidemment, ça donne rien. Elle me donne un rendez-vous dans une clinique, c'était le 12 décembre, je m'en souviens. Pareil, je vais l'enlever en ambulatoire, je ressors le lendemain et puis je reprends mes activités comme elles étaient. Ça, c'était début décembre. Je pars en convention des ventes avec ma société fin janvier à Chambéry. Et je reçois un coup de téléphone de cette nana qui me dit: «Je suis au regret de vous informer que votre kyste était cancéreux». C'est ce qui s'appelle un myxofibrosarcome. Elle me propose de m'envoyer chez une spécialiste à Marseille. Et comme j'étais un peu fâchée avec elle parce qu'en fait les résultats de la biopsie dataient de fin décembre et on était fin janvier, il s'était passé un mois. Un mois, en termes de cancer, ça pardonne pas. Donc je l'ai envoyé se faire voir et j'ai pris mon dossier et je suis montée voir mon oncologue parisien. Il était très en colère en me disant que, en fait, un mois perdu et puis elle aurait jamais dû ouvrir. Enfin, elle aurait dû ouvrir et refermer. Et donc, que c'était pas très bon. On enlève cette tumeur près du genou. Et puis, ma cicatrisation se fait bien. Je suis rentrée, j'ai repris mon activité professionnelle. Ma fille a eu un bébé. Et je repars à Paris, je loue un appartement, puisque la radiothérapie se faisait là-bas. Et je faisais les allers-retours. J'étais en radiothérapie du lundi au vendredi, et je redescendais le week-end. J'ai retrouvé une copine qui habitait le Valois, une copine un peu frappadingue comme moi, et donc on se baladait en scooter toutes les deux. Moi avec mon bandage sur la jambe, et ouais. Je crois que j'avais pas conscience de ce qui pouvait vraiment se passer. Je me suis dit, c'est pas une petite tumeur à la jambe qui va faire quelque chose, quoi.
En fin d'année, rebelote, j'ai une nouvelle boule sur ma jambe. J'ai pas tardé, je suis retournée voir mon oncologue parisien et j'ai été réopérée par le même chirurgien qui m'a dit qu'il avait enlevé, mais que il aurait fallu qu'il soit plus radical, mais que me voyant tellement active et tellement dynamique, j'avais 65 ans, quelque chose comme ça, et tellement j'étais toujours investie professionnellement. Il aurait fallu qu'il me mette une attelle, donc j'aurais boité, il ne se sentait pas trop, il a tenté. J'ai le souvenir d'être allée à Toulouse en avion et d'avoir loué une voiture et que, en arrivant à Toulouse, ma plaie avait saigné et donc j'avais des collants noirs. J'ai eu une période où je portais encore des collants. J'ai fait ma réunion comme ça. J'avais une plaie ouverte sur, je dirais, 20 cm, 25 cm sur mon tibia. Donc j'avais beau mettre des bandages, mais c'était difficile de marcher. Donc cette plaie ne s'est jamais cicatrisée. C'était assez terrible. On a identifié qu'en fait, dans ma jambe, il y avait 4 tumeurs. Donc l'amputation était inévitable dans la mesure où le cancer se serait généralisé et j'étais condamnée à court terme. Et auparavant, il fallait que je fasse quelques séances de chimiothérapie pour réduire cette tumeur. J'avais jamais fait de mois de séances de chimiothérapie au préalable. Cette chimio m'a épuisée. J'ai perdu, je sais pas, 12 kilos, 15 kilos. Je n'arrivais quasiment plus à me lever. Mes copains qui venaient m'ont dit a posteriori, on a pensé qu'on allait te perdre. Et je me quittais pas ce canapé beige là. Et mon infirmière me dit d'ailleurs qu'elle peut plus le voir. Quand j'étais sur mon canapé pendant mes chimiothérapies, je mangeais pas, je parlais à peine, et j'étais pas contente. Je pensais au fait que ma fille avait perdu son père quand elle avait 13 ans et qu'il fallait forcément que je sois encore là pour elle, qu'elle avait encore besoin de moi pendant des années. Quand son père est mort, j'étais jeune, hein, j'avais 33 ans. Il est mort en même pas 6 mois d'un cancer. Et moi, je connaissais rien au cancer. Et je connaissais rien à la rapidité que pouvait avoir cette maladie. Et donc, cette idée qu'il fallait que je sois encore présente pour elle, qu'il y avait ce petit bout de garçon qui était là et qu'on avait encore un avenir devant nous. Et c'est ça qui m'a aidée. Sincèrement, je pense que c'est ça qui m'a aidée. Malgré tout, moi, j'ai toujours espéré, de manière complètement puérile, que ces chimiothérapies allaient faire disparaître cette tumeur et qu'on pourrait éviter l'amputation. J'ai rencontré donc le chirurgien à Marseille qui devait m'opérer et qui m'a dit oh non, faut pas plaisanter, vous avez 4 tumeurs dans votre jambe, il y a rien d'autre à faire. Alors après, tu essayes toujours de négocier, c'est ton tempérament de commercial. J'ai dit peut-être qu'on peut amputer en dessous du genou. Il m'a dit ben non, pas du tout, il faut amputer au-dessus du genou. Ce qui complique encore la donne. Pour la marche, c'est encore plus compliqué. Alors, je l'ai pris en pleine poire, mais j'étais avec mon frère que j'adore. En fait, mon frère me disait, c'est le moyen que tu restes en vie, tu auras plus mal, et après tu remarcheras comme tu marchais. Alors, j'étais quand même sceptique, hein. Je disais, oui, t'as raison, c'est pas toi qui te fais couper la jambe, c'est facile de parler comme ça. Je sais pas si j'ai pas encore un SMS où il me disait, tu verras, ça va être génial. Je me dis, vous êtes fous les mecs, ça va pas être génial du tout. J'aurais peut-être plus mal comme j'ai mal, mais malgré cela, c'est violent, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est violent. Le mot amputation est violent, la manière d'envisager ton avenir en qualité d'handicapé est violente. J'aurais eu le choix, j'aurais pu dire non, mais je savais que j'étais condamnée à court terme. Le jour de l'opération, il y avait ma fille et ma mère avec moi à l'hôpital, ma fille d'un dévouement exceptionnel, et je suis restée partie 7 ou 8 heures. Et donc ma mère, qui avait 90 ans déjà à l'époque, ou 89 ans, a fait preuve d'un courage exceptionnel, mais elles étaient malgré tout très inquiètes.
Et elles étaient à mon chevet, toutes les 2 quand je suis remontée, et ça m'a fait beaucoup de bien, bien sûr. Et ma maman a passé la nuit à côté de moi à l'hôpital. Et et effectivement, bah, tu sens rien parce que tu es anesthésiée. Donc tu te dis: «Bah, après tout, c'est peanuts, quoi». Le lendemain, tu as des sensations assez bizarres, donc tu essayes d'aller toucher, te gratter, mais tu rien. Et puis j'ai eu des visites et puis, tu te forces à pas trop penser, en fait. Tu te forces à vivre le moment présent et à pas trop réfléchir à ce que va être la suite des événements. J'ai été amputée, fin novembre 2019 et j'ai intégré ensuite un centre de rééducation en plein Covid. Il m'est arrivé de piquer des places handicapées sur des parkings et je me dis: «Mais quelle conne tu pouvais être dans ta vie d'avant, quand j'étais plus jeune et que j'étais à la bourre et que j'étais totalement inconsciente». Non, non, j'ai jamais réfléchi au handicap avant d'être amputée. Moi, j'avais pas le recul nécessaire pour, réfléchir à l'après-intervention. Si, je savais que ce serait difficile, mais je savais pas comment. J'avais lu ces histoires d'amputés, de guerre, où les gens, souffraient de douleurs post-traumatiques et de douleurs de membres fantômes. Donc je savais que ça existait, mais je savais aussi qu'il y avait, 20 de patients qui n'en étaient pas atteints. Donc je me disais: «Bah, avec un peu de chance, j'aurais pas ça». Eh ben non. J'ai pas mal de douleurs du membre fantôme. Alors déjà, c'est comme si j'avais un genou que je n'ai plus et c'est comme si j'avais des coups de couteau. Donc ça, c'est difficile, la douleur, c'est difficile. Là, j'ai l'impression que j'ai une cheville et que cette cheville, elle est palpable. Voilà, et des orteils. Là, tout de suite, j'ai des orteils. Mais ces orteils, c'est pas permanent. Et j'ai par exemple le petit orteil qui me fait mal là tout de suite. J'étais super affaiblie. Donc j'étais dans un lit, heu, on me faisait ma toilette, où j'allais aux toilettes sur un bassin, ton ego en prend un coup. Quand tu as besoin de quoi que ce soit, bah, tu peux pas bouger, donc il faut que tu demandes. Donc je mettais la patience de tout le monde à l'épreuve et puis forcément, quand les gens venaient me voir, je me disais: «Il faut vite que je leur demande, ce dont j'ai besoin parce qu'après ils vont être partis et moi je vais être enquiquinée». Donc mes visiteurs avaient, et ma fille me l'a dit une ou 2 fois: «Mais tu pas de me demander des trucs, j'en peux plus là». Et je le comprends tout à fait a posteriori. Et donc j'ai commencé, il y avait un kiné rééducateur qui venait dans ma chambre, qui a commencé à me faire asseoir sur mon lit, au bord du lit. Et j'en avais vraiment peur, j'avais peur de tomber en avant, donc c'était compliqué, ça a commencé comme ça. Quand tu es assistée et que du jour au lendemain on te dit: «Bon, ben, vous allez vous lever, vous allez faire votre toilette toute seule», tu peur en fait physiquement aussi de te retrouver dans ta douche, de glisser. Et ça a duré jusqu'en janvier à peu près, c'est-à-dire 2 mois pendant lesquels, j'étais super en colère et je ne me levais pas. J'étais sur mon lit, j'ai eu une escarre ou 2. Quand j'étais fâchée, il y a un jeune homme, psychologue du centre, qui m'a demandé si je voulais bien le rencontrer et j'ai dit que j'avais jamais rencontré de psychologue et que je pensais que j'avais pas besoin de ça. Il est venu 2-3 fois comme ça et au bout de la 3e fois, j'ai dit: «Bah, écoutez, rentrez si vous voulez, voilà». Et puis, il m'a conseillé, d'écrire noir sur blanc quels étaient mes ressentiments, pourquoi j'étais fâchée. Et je crois qu'une fois que j'avais verbalisé et que j'avais écrit les raisons pour lesquelles j'étais fâchée, ça m'a permis comme de les évacuer un petit peu. Je dis bien un petit peu parce que je crois que je suis pas totalement, à l'aise avec tout ça, mais disons à 80. J'ai toujours mon petit carnet, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, que je trouvais ça injuste, que j'avais une vie que j'adorais, que je me retrouvais,
clouée dans un fauteuil, incapable de me prendre en main parce qu'à l'époque c'était le cas. Je savais pas si j'allais pouvoir reconduire. Et à un moment donné, je marchais quasiment pas et les médecins du centre sont venus me dire vous n'allez pas être une patientalité, donc vous allez commencer à bouger parce que sinon ça va pas le faire. Et ça m'a vexée. Je me suis dit mais pour qu'elles se prennent ces deux connes. Et du coup, j'ai effectivement commencé à bouger un peu plus. Vers le mois de mars, je crois, on m'a mis une prothèse. Et là, progressivement, entre des bas, on te fait te tenir debout. Tu réapprends à marcher complètement, complètement. Quand on m'a fait essayer ma prothèse, j'avais jamais pleuré, mais c'est le jour où j'ai éclaté en sanglots parce que tu te rends compte qu'en fait, c'est irréversible. Tu auras ça toute ta vie et que voilà. Et c'est ton statut d'handicapé qui prend corps. Tu officialises ton statut d'handicapé, quoi. Et ça, c'est difficile. Les amputés, tu as en fait 3 catégories d'amputés. Les sarcomes, c'est très rare. Et notamment, les sarcomes, ça touche souvent les jeunes gens. Je sais pas pourquoi il est venu sur moi, ce con, mais c'est souvent les jeunes gens. Ensuite, il y a les accidentés de la route. Et tu as des gens qui ont soit du diabète, soit des problèmes d'artères. Et c'est souvent des gens qui ont des vies un petit peu dissolues. On était 3 ou 4 amputés comme ça, et notamment des anciens tenanciers de bar. Et j'ai commencé à jouer au tarot le soir avec eux. Et donc, on se faisait livrer des pizzas. Et ma fille m'avait apporté des bouteilles de rhum pour mon anniversaire. Et donc, on faisait rhum pizza. Et il y en a un qui rentrait complètement bourré, il a raté son lit. On parlait pas trop de l'avenir, on parlait pas trop de l'après. Il y avait des gens qui étaient hyper dépressifs. Il y avait notamment dans ce groupe un type qui est sorti, amputé, il est décédé après, il avait les toilettes sur les paliers. Et il y a un type qui est sorti, un monsieur qui habitait dans une HLM au 2e étage sans ascenseur et qui avait pas les moyens de déménager et qui devait envisager de faire 2 étages à pied tous les jours quand il voulait sortir. Enfin voilà. Donc je me suis rendu compte que dans mon malheur, même si c'était injuste, j'avais quand même un petit peu plus de raison d'être un peu plus optimiste sur l'avenir. Mode d'activité professionnelle que je pouvais reprendre en back-office. Mes amis qui me disaient on t'attend pour recommencer nos fêtes, et mon petit-fils qui grandissait, reprendre ma vie, quoi. Reprendre ma vie plus telle qu'elle était complètement. Une vie différente de la précédente, mais intéressante quand même. Et je me suis aussi rendu compte que, mine de rien, mon aisance financière me permettait d'appréhender l'avenir plus sereinement. Ma fille a pu organiser des travaux d'adaptation de mon logement. Les travaux dont je parle, c'est par exemple une douche à l'italienne, pour pouvoir rentrer dans ma douche avec mon fauteuil, poser les barres d'appui, voilà, se changer des toilettes où j'ai des barres d'appui. L'argent m'a permis de rentrer plus tôt. Ça veut dire que tu peux pas faire tes travaux normalement tant que ça n'a pas été validé par la maison du handicap. Il faut faire ta demande en amont et ça prend des mois. Moyennant quoi, tu restes à l'hôpital coincé. Tu rentres pas chez toi. Bon, moi, je suis assez dégourdie, mais il faut beaucoup d'argent, il faut un mental en béton. Si j'avais pas pu faire les aménagements qui font que je peux circuler dans ma maison comme je veux, si je pouvais pas conduire, tout ça, je serais peut-être moins easygoing, hein. Après mon sarcome, j'ai eu un cancer du sein, toujours sur le même sein. Oui, et de 3. Alors on dit jamais 203, j'espère être tranquille. Et il était pareil in situ, pas métastasé, il a été pris très tôt. Donc j'ai été opérée
Et j'ai fait 6 semaines de radiothérapie. J'ai arrêté de travailler à 69 ans. Et ils se sont rendus compte que ça m'aidait, que j'avais besoin de cette béquille. Et ils ont été hyper bienveillants. Ils m'ont invité à cette dernière convention des ventes qui avait lieu alors que je ne travaillais plus. J'étais très émue parce que j'ai des vidéos de gens qui m'ont dit à quel point j'avais été importante pour eux et à quel point ça allait leur manquer. Voilà. Et c'était joyeux malgré tout. Et j'étais contente de les revoir. Il y a des gens que je connaissais depuis 30 ans. Et le propre de ma réussite, c'était que j'arrivais à tirer le meilleur de chacun. En fait, c'est à toi de t'adapter à tes équipes et pas tes équipes à t'adapter à toi, tu vois. Donc c'est ce qui faisait un petit peu ma force. Je ne veux pas être trop dépendante et je dis toujours quand j'ai besoin qu'on m'aide, je le demande. Et je me gêne pas pour le demander. Je fais mes lessives, j'étends mon linge, tout ce que je peux faire, je le fais moi-même. J'essaye dans la mesure de possible de garder beaucoup d'autonomie, de demander le moins de choses possible à ma fille. C'est pas juste d'être les parents de ses parents, hein. J'essaye d'être présente pour mes petits-enfants, moralement et physiquement, mais c'est aussi un peu égoïste cette attitude. C'est aussi, pour que, voilà, pour continuer à avoir une vie, un semblant de vie normale. J'ai quand même le cuir assez dur et mais j'ai jamais eu quelque chose de malveillant. Sincèrement, il y a des choses qui peuvent m'agacer, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que les jeunes gens étaient hyper bienveillants. Si je vais toute seule faire des courses dans un magasin, les jeunes gens m'ouvrent la porte, sans que je fasse état de ma pathologie, me laissent passer devant eux, machin, voilà. En revanche, j'ai vu des dames de mon âge, sensiblement, accélérer le pas pour me passer devant dans la queue, alors que je marche avec mes 2 béquilles. Tu galères, tu es là, t'as ton sac, et t'as 2 vieilles qui te doublent et qui accélèrent comme ça pour te passer devant. Tu te dis, mais elles sont vraiment cons, quoi. Chers clients, aujourd'hui, promotion exceptionnelle sur la morue dans votre supermarché. Je suis pas du tout aigrie, voilà, à aucun moment. J'ai de l'amertume, j'ai de la colère par moment quand j'arrive pas à marcher ou que j'ai mal dans ma prothèse ou que j'arrive pas à sortir de ma voiture parce que ma prothèse se coince et donc je dis plein de gros mots, mais j'ai pas d'amertume. Je suis entourée de tellement de bienveillance que ce serait malvenu de faire la gueule. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment pas se replier sur soi. Je crois qu'il faut être ouvert aux autres, ouvert à la vie, ouvert aux toutes les expériences qui sont différentes de celles que tu as vécues. Mais ta vie, elle est différente. Donc tu apprécies les choses différemment et faire en sorte de prendre soin de toi aussi. Moi, j'ai négocié avec mon kiné. Au lieu de me faire bosser, il me fait des massages. Rien n'est assuré. Non, non, je suis pas du tout à l'abri d'une récidive quelle qu'elle soit. Là, je vais redémarrer des bilans en fin de mois. Forcément, tu te dis toujours, espérons que t'aies pas une tuile qui te tombe sur la tête. Mais la peur n'empêche pas le danger, quoi qu'il arrive. Et si tu te laisses vampiriser par la peur, tu ne vis plus. Sincèrement, dans mon quotidien, je m'endors pas la nuit en me disant, voilà, ces angoisses, je les ai au moment des contrôles. Mais sinon, dans mon quotidien, non. Non, parce que je veux pas laisser trop d'emprise, je veux pas laisser trop de place à la maladie. Je sais qu'elle peut revenir demain, mais quand elle sera là, il sera toujours temps de lui faire face. J'étais tout le temps dans le challenge. Je voulais toujours gagner. J'étais première dans tous les concours, les voyages, les machins, parce que j'aime gagner, j'aime la gagne. Bah oui, parce que je veux gagner contre la maladie. Oui, oui, je veux gagner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, donne-moi 200 s'il te plaît. Mais c'est drôle parce que mon petit-fils, quand on fait des jeux de société, il est comme moi. Et je lui laisse rien passer et je triche même au Monopoly quand je joue contre lui parce qu'il me met en faillite.
L'autre jour, je me suis surprise à piquer des sous dans la caisse sans qu'il me voie. Parce que voilà. Oui, voilà. Je crois que tu as ça dans le centre de naissance, quoi. T'es la pire tricheuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chance. Avancez jusqu'à la rue de la Paix. Ben, je vais chez moi. Chaos debout est un podcast produit par Cœur d'Or. Cet épisode a été réalisé par Déborah Znati, mixage Benoît Dame et Jérémy Jones. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. À bientôt.